Cet après-midi, deux présentations et une table ronde avant la conclusion des associations qui nous accueillent. Donc pour commencer, Mickaël Fayot, qui est à mes côtés, du bureau d'études Urbasens, qui va nous parler de la prise en compte des aléas climatiques dans les stratégies d'aménagement. Merci beaucoup. À droite. On verra. C'est le petit bouton de droite, c'est ça? Ouais. Ok. Merci, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Peut-être s'approcher un peu du micro. Hop, voilà. Je vous avoue que ce matin, c'était assez, au niveau émotionnel, je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Et en particulier, les 4 semaines consécutives à 40 degrés m'ont un peu fait froid dans le dos. Je me suis aperçu que mon aîné aurait 60 ans en 2072, et je ne suis peut-être même pas à l'abri de le voir. Donc, j'arrive avec une bonne nouvelle. Quelque chose qui, en 2015-2016, n'était pas possible, est devenu possible. En lien au végétal. Il se trouve que je suis l'heureux chef d'entreprise de Urbasens, qui aujourd'hui rassemble bientôt 25 personnes, autour d'une proposition qui consiste à augmenter les budgets de plantation de l'ordre de 10%, avec comme contrepartie d'avoir à peu près en temps continu, de façon courante, un besoin en arrosage, une évaluation de l'arrosage réalisé et l'information de savoir où sont les racines dans le sol. Est-ce qu'elles sont dans la motte, à l'extérieur de la motte, en profondeur? J'aime autant vous dire qu'en 2016, quand on est arrivé avec ça comme proposition, on nous a dit, mais mon brave monsieur, mettre plus 10% dans un budget qui est déjà serré de partout, on arrive à la fin des opérations, il n'y a plus jamais l'euro pour quoi que ce soit, vous ne croyez quand même pas qu'on va rajouter 10% de budget pour votre gadget? Alors ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on estime entre 50 et 60 000 arbres impactés par nos services. Et on a 4 000 utilisateurs, 23 collaborateurs et 700 projets en France suivis cette année. Voilà. C'est une vraie fierté que je voulais partager avec vous parce que, du coup, nous sommes les témoins vivants que, quand on écoute bien l'origine des problèmes, des défis qui nous attendent, en fait, tout est possible. Et ça ne vous a pas échappé. Nos pouvoirs publics, aujourd'hui, mettent à disposition des moyens. Et donc là, on a une espèce de fenêtre autour de nos métiers du vivant qu'il convient de saisir, me semble-t-il. Et c'est bien l'objet de l'intervention que je voulais vous proposer aujourd'hui autour d'un thème qui est les infrastructures vertes. Alors, on va y venir, mais je vous avoue que les infrastructures vertes, moi j'avais l'impression d'en avoir toujours un peu entendu parler et que c'est un concept qui est en train de se cristalliser autour de plusieurs enjeux. On va y revenir, mais on a un vrai risque de mots fourre-tout autour de ça. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller fouiller un peu plus concrètement ce qu'on entend par infrastructure verte et en quoi ça peut être une opportunité pour notre filière, pour la filière du vivant, de générer de la valeur. Ensuite, j'irai un peu plus en détail dans ce qui, selon moi et selon nous à Urbasens, la rend singulière. Et enfin, je vous emmènerai sur 3 axes où j'ai fait un pas de côté et je vais vous parler précisément d'autre chose que du végétal. Parce que je pense aussi, de la même manière que le biomimétisme a beaucoup de valeur, je pense que les acteurs du végétal ont beaucoup de valeur à retirer des métiers qui sont à côté du nôtre. J'ai pas les yeux sur le timing, je vais avoir besoin d'un petit signe, peut-être à la mi-temps ou quelque chose comme ça. Super, merci. Alors, pour préparer ce que je vous dis cet après-midi, j'ai été fouiller un petit peu mes archives. Et alors, je vous avoue que j'ai été assez troublé. Je suis tombé là-dessus, et je vous assure, c'est pas une blague, je suis tombé dessus par hasard. On est à peu près jour pour jour, il y a 12 ans. Et il y a 12 ans, Paysage Actualité, qui était ma lecture du moment, titré, en tout cas dans ces lignes, on retrouvait des discussions entre la ministre du moment et la profession, avec des mots-clés infiniment d'actualité, l'infrastructure verte, le rôle de la nature en ville. Alors là, je vous avoue que ça m'a un peu cassé les jambes. Je me disais, bah mince, j'étais en couche-culotte, moi, à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans 12 ans. La réalité, c'est qu'il s'est passé des choses. C'est plus pareil aujourd'hui, surtout en termes de construction nouvelle. Mais au regard de ce qu'on a pu entendre ce matin, est-ce qu'on est vraiment encore au niveau
Est-ce qu'on délivre encore l'infrastructure verte qu'il faut pour nos villes? Et je ne parle pas de 2072, là, je parle de tout de suite, dans 5 ans, dans 10 ans? Pas sûr. Il en manque encore des morceaux. Autre point de vigilance que je voulais soulever avant de démarrer. Ne croyez pas que les acteurs du vivant sont les seuls intéressés par cette histoire d'infrastructure verte. Ça serait erroné. Je pourrais vous parler d'une DSI, d'une direction de services d'information, d'une métropole française, qui a porté toute seule comme une grande un marché d'arrosage intégré. D'accord ? C'est-à-dire que là, on est très très loin du paysagiste, du professionnel de la filière. D'accord ? C'est des marchés qui sont intégralement par des gens qui raisonnent code, algorithmie et capteurs. Je peux vous en parler. Un de mon métier consiste à exploiter des capteurs. Et quand je vois arriver ça, je me dis qu'on a peut-être un sujet. Le BTP, l'infrastructure, donc les métiers de la construction, cherchent bien sûr des relais de croissance et des relais de génération de valeur. Ils s'intéressent de près à la question de l'infra verte. Les gens experts, spécialistes, professionnels des écosystèmes naturels se disent « mais c'est notre métier, l'infrastructure verte, bien sûr ». Des nouveaux entrants, des industriels, des entrepreneurs arrivent, n'ont jamais entendu parler de ces métiers-là, arrivent et sont brillants. C'est là-dessus que je veux attirer votre attention, c'est que ces gens-là sont bons, chacun avec leur basket, avec leur domaine, mais sont bons. Et enfin, la filière du paysage, qui, c'est un avis personnel que je pense partager, est la plus légitime pour aller chercher, impacter cette notion d'infrastructure verte. J'insiste, ce sera une décision, ça ne sera pas une conséquence. La filière du paysage, la filière du végétal sera à la place qui sera la sienne, mais par décision et par mobilisation, me semble-t-il. Et enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous voyez, je ne pensais pas qu'on entendrait ce qu'on a entendu ce matin, mais mon parcours m'a fait démarrer par un BEP, m'a fait finir par une école d'ingénieur, ça me fait à peu près 9 ans d'études. Et pendant 9 ans d'études, dans le domaine du paysage, on m'a appris que ça et ça, c'était parfaitement normal. D'ailleurs, on m'a précisément appris à faire ça et ça. D'accord ? Et là, voilà quelques années, on m'explique que ça, c'est à mettre à la benne. La question que je pose, c'est est-ce qu'on sera capable de désapprendre aussi vite qu'on a appris? C'est pas sûr du tout. Voilà. Donc, vous allez voir, quand j'ai été chercher dans d'autres secteurs, j'ai été me questionner sur justement cette vitesse de mouvement, cette vitesse de changement, comment on peut la susciter. Mais je vous invite à réfléchir à cette question-là. Je vais avoir bientôt 40 ans. Des gens qui ont fait leur carrière dans le paysage, pour eux, c'est très très nouveau. Et se sentent probablement démunis pour la plupart d'entre eux. Je pense que c'est important qu'on ait tous conscience de ça. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Je trouve que l'exercice qui est assez intéressant, c'est espace vert, infraverte. De quoi est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on rend les choses très concrètes? Alors, pour le dire d'une phrase assez simpliste, une infraverte, c'est des espaces verts auxquels on a affecté une responsabilité technique. D'accord ? Quand on dit des espaces verts vont permettre de limiter les inondations en gérant les eaux pluviales, c'est précisément qu'on en a fait une infraverte. Quand on dit je vais rafraîchir la ville, c'est précisément qu'on confie une responsabilité technique. Alors soit on s'en contente en disant ça marche, ça fait de l'ombre et c'est cool, soit on dit à partir de 40 degrés, on sera en capacité de décréter les pics de chaleur. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Dans le deuxième cas, de mon point de vue, on est sur une infrastructure qui est capable de faire une promesse et de la livrer. On peut parler aussi de qualité de l'air, de piégeage de CO2. Là où je veux en venir, donc c'est sur cette notion de responsabilité technique. Et ça change pas mal de choses dans nos métiers. Je vais y revenir. Donc ici, on a une image qui devient de plus en plus célèbre. Donc on est sur la gestion de l'eau, la prévention des inondations, mais aussi la reconstitution de cycles courts de l'eau en milieu urbain. Ici, on a l'effet rafraîchissant. Très bien, c'est vrai. Les végétaux ont un pouvoir rafraîchissant en ville. De combien? Jusqu'à quelle température ou jusqu'à quel régime hydrique? Est-ce que c'est vrai sur des élévations brutales de température ou est-ce que c'est vrai globalement en moyenne? Il va falloir répondre à toutes ces questions si c'est une vraie infrastructure. Quand Enedis prévoit des hausses de température avec des très fortes charges liées à la climatisation, ils sont en capacité de dire, à partir de telle demande en consommation et à partir de telle température, là on a un problème de réseau et on anticipe tout un tas de conséquences, tout un tas de mesures pour préserver l'infrastructure. Aujourd'hui, avec le végétal, on n'en est pas aujourd'hui encore capable. Là, je vais vous parler d'exemples qui nous ont concernés à Urbassens d'un peu plus près. Ici, vous avez le cas de la mesure microdendrométrique. Donc ça, c'est la mesure de la microdéformation des branches quand votre végétal se développe. Il se trouve qu'il a une microvariation du diamètre des branches entre le jour et la nuit, et ceci est lié à l'intermittence de la photosynthèse. Ça, c'est des phénomènes qui sont connus depuis longtemps.
Et ce qui est intéressant en milieu urbain, c'est que ça nous permet de vérifier s'il y a un stress et s'il y a bien une activité physiologique liée à ce végétal. Et donc là, vous voyez du capteur, vous voyez ce qu'on appelle pompeusement de l'IoT, c'est des capteurs connectés qui vous envoient des données que ensuite vous pouvez interpréter, que vous pouvez faire parler. Alors, hop là. Bien sûr que du coup, on travaille sur des graphiques, et là, ce que nous a dit ce graphique, par exemple, donc là, on est dans un cas où des arbres, une strate arbustive et peut-être même une strate vivace, ont été irrigués pendant une période de canicule. Donc sur certains des arbres, c'est la ligne bleue, et n'ont pas été irrigués sur des zones témoins, et c'est le cas des graphes rouges et verts. Et là, ce qui était intéressant de constater, c'est qu'on a des arbres qui, parce qu'ils ont été irrigués, ont continué à avoir une activité physiologique et surtout ont continué à croître en biomasse. C'est-à-dire que quand vous voyez les flèches qui sont un peu inclinées vers le haut, ça veut dire que votre arbre il a continué son activité physiologique pendant que les autres étaient en train de ralentir. Alors ça, on n'a pas non plus réinventé la roue, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle on retarde la fermeture stomatique d'un végétal s'il a plus de disponibilité en eau, c'est des choses qui étaient déjà dans les hypothèses de travail en tout cas. Là, ce que je trouve intéressant, mais j'allais dire questionnant, c'est qu'aujourd'hui en milieu urbain, on est en capacité d'induire par l'irrigation un surrafraîchissement de la végétation. Et c'est précisément l'objet de cette démonstration. Alors, je vais revenir après tout à l'heure sur la relation à la technologie. Là, ce qui devient assez intéressant dans cette optique d'emploi, de mesure et d'augmentation des effets de la végétation en ville, c'est qu'aujourd'hui, on a un arsenal technologique qui est plutôt illimité. La seule vraie limite, c'est une limite quasi éthique et financière. À quel point ai-je besoin d'électronique dans mes espaces verts? C'est un vrai sujet. Pour autant, on peut commencer à avoir des couplages de capteurs et du traitement de données qui aujourd'hui permet des avancées assez remarquables. Cet exemple-là sur réduire les effets, en tout cas augmenter l'effet rafraîchissant, me semble être remarquable. Alors, toujours, parce que tout ça, ça se passait dans la métropole lyonnaise, et donc à titre de clin d'œil aux Lyonnais d'origine ou qui y ont travaillé quelques années. Ici, on a un autre exemple, c'est l'arbre de pluie. Alors, ce que j'aime beaucoup donc, dans cette idée-là, c'est un projet qui est très complet, je vous invite à aller sur Internet, vous trouverez infiniment plus d'informations ici. Vous avez compris que je n'interviens pas en tant qu'expert technique, je suis un praticien, je suis un chef d'entreprise, mais il y a des détails techniques derrière tout ce que je vous montre, bien entendu. Là, vous avez une modification de l'espace public, du fil d'eau, qu'on a renvoyé vers une fosse d'arbres. On a, désimperméabilisé le sol et on a fait en sorte que le flux d'eau puisse rejoindre l'arbre. D'accord ? C'est une modification de l'espace urbain. Est-ce que c'est de la création ou de l'entretien? On est un peu entre les deux. Typiquement là, on a pu, par ce type de projet, mesurer, avec les capteurs dont je vous parlais tout à l'heure, des écarts de croissance instantanés. Autre bonne nouvelle, quand on redonne au vivant un peu de place pour pousser, il le fait tout de suite et sans négocier. Donc là, la différence entre les deux, donc là vous avez un témoin, et de l'autre côté, on est également sur cette logique d'arbre de pluie avec l'infiltration, le travail superficiel du sol et la plantation. Donc en remettant en route le système, on arrive à avoir des effets immédiats dès la première année. Toujours pour pousser le bouchon un peu plus loin sur la question d'infraverte. Jusqu'où doit-on aller s'agissant de faire alliance avec le vivant? Donc là, je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai bugué. Et j'observe qu'il y en a quelques-uns qui bug aussi parmi vous. Aujourd'hui, il est possible d'éduquer des corvidés. Donc les corvidés, il a été démontré maintenant il y a pas mal de temps que ce genre a des capacités intellectuelles qui s'approchent des enfants qui peuvent avoir 3-4 ans. Donc là, le projet, c'est... Il y a des groupes de recherche, il y a des entreprises en France qui proposent ça. Ça consiste à rétribuer, je mets des guillemets, le fait que le corvidé dépose un mégot de cigarette, contre quoi il reçoit une récompense de l'alimentation. D'accord ? Donc tout ça, j'imagine que c'est tracé, qu'il ne donne pas n'importe quoi à la bestiole, enfin, c'est bien fait. Admettons que ce soit bien fait. Et là, vous êtes en train de discuter, de négocier avec la nature sur le thème de « enlève mes déchets », parce que je ne peux quand même pas mettre un gars derrière chaque fumeur. D'accord ? Bon, très bien. Et donc, on va mettre un oiseau derrière chaque fumeur. Et derrière, la question est, j'apprécie, j'aime beaucoup vos réactions parce que voilà, on est sur le voilà. À quel point peut-on et doit-on faire alliance avec le vivant et quelles sont
les questions éthiques que ça soulève. J'en viens à une proposition de définition. Je vous propose de retenir l'infrastructure verte comme un réseau, un assemblage. C'est le premier point qui distingue les espaces verts d'une infraverte. C'est que déjà, on raisonne à l'échelle de plusieurs endroits. Qu'on va concevoir, construire ou modifier, adapter, qu'on va gérer et monitorer, je vais expliquer juste après pourquoi, avec l'intention de contribuer à l'adaptation des villes au changement climatique. L'idée n'est plus de constater que les espaces verts sont bons pour la ville, l'idée est de renforcer leur pouvoir pour faire en sorte qu'on encaisse le truc, parce que je crois que c'est plutôt le sujet aujourd'hui, au regard de 2072. Voilà, donc ça c'était pour vous brosser le portrait du concept et de ce en quoi je pense qu'il ne faut pas qu'il reste abstrait, il faut qu'il reste le plus concret possible, même si on pourrait concrétiser encore un peu plus. Il me semblait important maintenant de préciser ce que je considère comme étant des singularités, c'est-à-dire quelque chose qui fera que cette infrastructure-là ne sera jamais comme les autres, et qui, de mon point de vue, légitime la filière du vivant pour être pilote sur cette histoire-là, bien mieux que n'importe quelle autre filière. Le premier point, ça peut paraître être une porte ouverte qu'on enfonce, elle est vivante, mais ça a quelques implications. En particulier, de coupler son caractère vivant et son caractère artificiel. On a vu ce matin des discussions sémantiques que j'ai trouvées personnellement très intéressantes sur ce qu'on fait dire aux mots. L'infrastructure verte, de fait, sera artificielle. Et elle s'appuie sur des végétaux qui sont déjà là pour l'essentiel. Le deuxième point que je voulais noter, c'est qu'elle repose sur des systèmes complexes et imbriqués. Alors là, je vous renvoie à une notion qui me passionne à titre personnel, qui sont les signes noirs, qui ont été pas mal théorisés par un monsieur qui s'appelle Nicolas Taleb. Les signes noirs, c'est assez simple. En définitive, c'est assez simple. C'est quand vous avez des systèmes complexes, souvent très liés au vivant, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle des émergences, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas prévues, qui vont retourner la table, et qu'après coup, on estime comme évidentes a posteriori, expliquées, explicables a posteriori. D'accord ? Alors, vous en connaissez tous les jours. Hein. Le Covid est un signe noir. Le chancre coloré du platane est un signe noir. D'accord ? Parce qu'il faut se mettre à l'échelle des arbres. À l'échelle des arbres, on parle de la tenue d'une espèce sur un continent en quelques générations. Donc cette notion de signe noir est très très liée au fait que nos infrastructures vertes seront un système complexe, et en réalité, ce seront l'imbrication de plusieurs systèmes complexes. Ce matin, je me souviens d'une très intéressante intervention au sujet du sol et du rôle du sol. Le sol est un système en tant que tel. Le végétal, dans son mode de fonctionnement. Le fil d'eau, voilà, je ne vais pas vous en faire une liste non exhaustive, vous avez compris le message. On est en train de gérer des systèmes. Et enfin, alors oui, elle est technique, oui, elle va servir avec des capteurs à prouver qu'on a épuré l'air, très bien, mais ça serait une grossière erreur que de ne pas le voir, elle est culturelle, donc politique. Donc, Madame Michu aura un avis, et son avis comptera plus que celle du technicien. Je vous parlais de signe noir à l'instant, je vous donne un exemple moi, qui m'a pas mal marqué, ça se passe en 2022, et c'est l'activisme sur les greens de golf. Et c'est plus précisément d'écouter très précisément ce que disent les gestionnaires de ces greens de golf à ce moment-là. Clairement, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce qu'ils disent on a toujours suivi les règles, on a toujours suivi la réglementation. D'accord ? Et or, ce que nous disent ce qui se passe à ce moment-là, c'est que suivre les règles ne permet plus d'avoir un consensus social. Là aussi, je pense que c'est important de l'intégrer comme une donnée d'entrée. J'y reviendrai, mais de mon point de vue, ça nous donne une obligation de pédagogie qui n'est pas du tout anodine. Je vous ai listé quelques conséquences que je propose de lister un peu rapidement de ces trois singularités. 1, le déjà là est le principal actif. C'est-à-dire que, alors on entend souvent des gestionnaires du patrimoine arboré nous dire que plutôt que de faire tourner des compteurs à plantation, on pourrait commencer par mieux préserver l'existant. Ça revient à peu près à dire ça, dans la logique d'infrastructure verte, mais on est à peu près là. La seule chose pour laquelle on doit miser sur les 20 prochaines années, c'est les arbres qu'on a déjà, puisqu'il faudra de toute façon 20 ans pour avoir un équivalent. 20 ans, qu'est-ce que je dis ? Frédéric, on parlait tout à l'heure plutôt de 30 ou 40 ans. Donc de toute façon, le déjà là est clé, est critique dans notre histoire. Son financement peut, doit
s'hybrider. On parlait ce matin de convergence d'intérêts, j'y reviens aussi juste après, entre le privé et le public. Quel est le sens, je vais y revenir après, mais création-entretien. Création-entretien, dans le milieu naturel, ça n'existe pas vraiment. Investissement-fonctionnement. Tout ça, quand on va réfléchir en mode infrastructure verte qui doit vivre au moins 50 ans, forcément, il faut réfléchir différemment. Enfin, les risques liés à l'adaptation. Michel, ce matin en introduction, parlait des risques pris par les professionnels, et en l'occurrence les pépiniéristes. Moi, ma thèse, c'est que ces risques-là, il ne faut absolument pas que ce soit le secteur privé seul qui les porte, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. On sait qu'il va y avoir des risques pris, on sait qu'on voyage dans l'incertitude, on l'a bien compris ce matin. Et du coup, il faut absolument que le sujet du partage de ces risques soit posé. Je l'évoquais juste à l'instant, la distinction création-entretien n'a pas de sens dès lors qu'on raisonne à l'échelle d'une infrastructure, à l'échelle de 50-60 ans. La distinction création-entretien, je me suis posé dessus 2 minutes parce que du coup, ça m'a un peu fait plop. Je me suis dit, mais c'est quoi, en vrai, c'est quoi, d'où vient ce truc où à un moment on crée un jardin et ensuite on l'entretient? Aussi longtemps que j'ai été fouillé dans l'art des jardins ou la pratique du jardin, c'est très très lié à la construction. C'est en fait un héritage direct de la logique de la construction qui est venue impacter nos métiers. Et donc aujourd'hui, on crée des espaces verts, on crée des jardins parce qu'on crée du bâti, des infrastructures et des routes. Donc cette logique-là, elle est héritée directement de cette logique-là, me semble-t-il. Donc je pense que de la confusion entre la création et l'entretien aurait beaucoup de valeur pour notre filière. La convergence d'intérêts entre l'espace privé et l'espace public est importante. Tout à l'heure, Jean-Marc nous en a parlé. Il y a clairement sur la question du financement des intérêts croisés aujourd'hui. Et enfin, c'est le dernier point, on parle de choses pas très rigolotes, mais on parle de prévention du risque, on parle d'infiltration d'eau, on parle de pouvoir rafraîchissant, on parle de biomasse en ville. La question suivante, c'est comment la mesure de cette performance peut-elle permettre de gérer des risques? Alors je vais être beaucoup plus concret. Aujourd'hui, on fait des noues infiltrantes, par exemple. Donc ça, on sait les faire, on sait les fabriquer. En revanche, quand la question se pose à horizon de la décennie, quel est l'impact de l'accumulation de matière organique sur les 10 premiers centimètres de la noue infiltrante sur son pouvoir infiltrant? Quand la sécurité des habitations reposera sur des sols filtrants et qu'on n'aura pas répondu à cette question, ça posera problème. Donc, il y a des questions auxquelles aujourd'hui on n'a pas complètement répondu, mais il va falloir finir d'y répondre si on veut vraiment tenir la promesse qu'on se propose à travers ce concept. Ça va ? J'en viens maintenant alors j'ai appelé ça axe stratégique, parce que le thème là, de mon intervention, c'était les stratégies. Mais vous allez comprendre que j'ai été chercher dans d'autres métiers, qui n'ont parfois rien à voir avec le nôtre, des idées, ne serait-ce que pour s'inspirer, et ne serait-ce que pour aller chercher notre coup d'après. Parce qu'on a tous bien compris ici que les 30 prochaines années n'auront pas grand-chose à voir avec les 30 dernières. Alors, un des premiers trucs sur lequel je me suis penché, et ça a été expliqué aussi ce matin, c'est l'incertitude. Et quand on va un peu plus loin encore, c'est avancer en faisant des projets avec des incertitudes à 10 ans, à 20 ans, mais avec des décisions à prendre tout de suite qui concernent dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais ça, vous avez de quoi rendre quelqu'un fou, en réalité, quand on y pense. C'est-à-dire que vous devez prendre des décisions impliquantes pour le futur sans vraiment savoir comment ce futur va pouvoir se dérouler. Et j'en ai parlé avec un ami qui travaille dans le domaine du logiciel, du code, pas du tout dans nos métiers. Et on a eu cette discussion-là. Il me dit, écoute, comment ça marche dans ton métier? Dans mon métier, on fait des projets, c'est-à-dire qu'on conçoit, on réalise et on livre. Ah, très bien. Ça prend combien de temps, ton truc-là? Facilement 10 ans. Parfois 5, parfois sur des très grosses opérations, c'est encore plus. Jamais moins de 3. Entre la conception, le premier coup de crayon et la livraison, il ne se passe jamais moins de 5 ans. Et là, il me dit, mais chez nous aussi, dans le domaine de l'informatique, il y a 10 ans, on faisait ça. Sauf que quand tu as une boîte d'informatique, que tu fais un projet en te disant, depuis le départ, voilà comment ça va finir, tu le plantes. Ça fait des logiciels qui ne marchent pas. Aujourd'hui, toutes les applications, sans exception, que vous avez dans votre téléphone, répondent à une autre logique dans leur conception et dans la manière de les fabriquer. Ici, vous avez l'ancienne logique. Ils appellent ça en cascade, c'est-à-dire que on commençait par bien concevoir, et quand on avait fait le meilleur cahier des charges du monde, alors on commençait à fabriquer.
Et quand on avait bien fini l'exécution du meilleur cahier des charges du monde, alors on livrait l'ouvrage. Quand vous faites ça dans le logiciel avec des durées de technologie qui durent 2-3 ans, quand vous avez fini votre projet, vous êtes complètement dépassé. Et donc ça, c'était fonctionner comme ça, c'était la mort certaine d'une entreprise dans ce secteur-là. Alors on m'a dit, du coup, on a inventé autre chose. C'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir une vue très précise sur la vision finale que tu veux avoir, le projet final, sans savoir dans le détail comment tu vas l'exécuter. Et donc là a été mise au point la notion de management agile des projets. Alors, en quoi ça consiste? Pour être très très concret, hop, on découpe le projet en sous-parties, et pour chacune de ces parties, on va itérer une conception, une réalisation, une livraison et une évaluation. Chacune de ces étapes est super importante. Et au lieu de faire ça une seule fois pendant 10 ans, on va réduire la taille du projet de travail et on va itérer. Alors, 2 conséquences immédiates de cette organisation. Premièrement, vous apprenez 3 fois plus vite. C'est-à-dire qu'à chaque boucle, vous prenez des enseignements. Donc si jamais il y a une déviation entre votre intention et la réalité, par exemple de vos utilisateurs sur une appli, ou de votre patrimoine végétal sur une collectivité, ou de la capacité d'une espèce à tenir plus de 40 degrés, vous le savez 3 fois plus tôt. Et donc vous pouvez ajuster le tir en live. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est que ça a une implication directe sur le mode de management, sur celui qui a raison. D'accord ? Le rôle de l'expert n'est pas du tout le même. Le rôle de l'expert, il est de faire en sorte qu'on soit cohérent, mais pas de livrer la vérité qui sera in fine employée, puisqu'on ne la connaît pas, la vérité, précisément dans des contextes d'incertitude. Donc, j'ai trouvé l'analogie excellente. Ces gens-là devaient travailler sans savoir exactement comment ils allaient procéder, puisqu'ils n'avaient pas le fin mot final, ils avaient juste l'intention, le à quoi ça sert. Quand on pousse un petit peu autour des concepts de résistance, de résilience et de transition, je trouve que cette question de l'agilité, elle prend encore une autre saveur. Aujourd'hui, de ce que j'en ai compris, personne n'est capable de dire si nos espaces vont pouvoir résister, à quel point. Nos espaces, en plus, c'est tellement large. Être capable de résilience ou devoir s'adapter. À quelle vitesse? C'est ultra variable. Et donc, pour pouvoir accompagner l'évolution de notre infrastructure verte, quel que soit le résultat final, on n'a pas le choix, en fait. Il faut raccourcir les boucles d'apprentissage. Il faut le savoir beaucoup plus tôt quand on se trompe. Donc ça, c'était la première idée que je voulais partager avec vous, et c'est peut-être la plus importante des 3. Le deuxième point, sur les 3 que je voulais partager avec vous, c'est notre rapport à la technologie. Les technologies aujourd'hui... Combien de temps tu dirais qu'il me reste? 3 minutes. On est large. Aujourd'hui, les technologies font autant rêver qu'elles font peur. D'accord ? L'IA va mettre tout le monde au chômage. Ou l'IA va sauver le monde. Ou l'IA quoi? En tant que praticien, ce que je peux vous dire, c'est que le jour où on a eu un capteur avec des données qu'on a transformées en informations, la première chose sur laquelle on a travaillé avec nos clients, c'était pas de les mettre au chômage, c'était de travailler les compétences. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand vous envoyez un bulletin d'information pour dire à quelqu'un dont le métier c'est d'arroser des arbres que cette fois il va falloir faire bien attention à arroser l'arbre à 1 mètre de distance du tronc, à 60 cm de profondeur, et que sinon l'arbre il va sécher, qu'il ne faut surtout pas réarroser la motte parce que c'est inutile, vous lui posez tout un tas de questions qu'il n'a jamais anticipées. Ce jour-là, on met le doigt sur la compétence. Ce jour-là, on le fait progresser. Et donc, notre vision là-dessus, c'est que les technologies ont droit de citer que quand elles augmentent nos compétences. Du coup, ça aide à faire un tri assez rapidement. Le fait de savoir si quand j'arrose, c'est bien ou c'est mal, devient une compétence clé. Voilà. Donc, ce qu'on pense, c'est que la technologie doit nous rendre meilleurs, doit nous permettre de prendre des meilleures décisions et mettre en évidence nos compétences clés. Je voulais faire un clin d'œil, tous les amateurs des beaux avions, et aussi à ce qu'on appelle l'effet Concorde, quelque chose qui, pendant 20 ans, a représenté le progrès. On pouvait aller à New York en 2 heures. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà joué au moins une fois avec ChatGPT?
D'accord ? L'IA générative, sa capacité à... Donc on a plus de la moitié de la salle. Plus de la moitié. L'IA générative, en ses capacités de création, est assez magique. Mais c'est aussi un gouffre en termes d'énergie, de ressources. La question est, est-ce que ce n'est pas le Concorde d'aujourd'hui ? C'est une question que je vous soumets dans notre rapport aux technologies. Et enfin, le dernier point, et ce sera ma conclusion. Imaginez un petit peu une discussion dans laquelle on demande à monsieur le maire d'augmenter de 50% le budget des espaces verts l'année prochaine. Hérésie. Hérésie. Frédéric nous l'a dit tout à l'heure, pas question de monter le budget des espaces verts. C'est aujourd'hui le logiciel. Comment est-ce qu'on peut faire pour impacter massivement les leviers de prise de décision de nos décideurs ? Dans les années 70-80, quelqu'un a travaillé sur cette question-là, et il s'appelle Overton. Je le connais grâce à un monsieur qui s'appelle Arthur Keller, qui a une phrase, là aussi je vous invite vraiment à prendre connaissance de ses conférences, il a une phrase, il dit « Nous avons besoin de toutes les radicalités ». Au départ, je n'ai pas bien compris sa phrase. Nous avons besoin de toutes les radicalités. Et il exprime ça de la manière, voilà, schématisée comme ça, en partant du principe que pour avoir une viabilité politique, une idée doit se trouver dans le champ du raisonnable et populaire. Et je vais vous donner une illustration assez simple en fait de ce concept. Il y a quelque chose comme 20 ans, être végétarien, c'était quelque chose d'assez engagé déjà. Et puis sont arrivés les véganes. Les véganes, beaucoup plus radicaux, d'accord ? On s'habille différemment, on a un mode de vie complètement différent. Et du coup, les véganes, en développant leurs pratiques, ont rendu quelqu'un de végétarien comme modéré. Et du coup, en est venu le flexitarien. Quel a été l'effet des véganes sur le mode d'alimentation ? Il a déplacé la fenêtre d'Oberton. C'est-à-dire qu'en exprimant des idées radicales, il a déplacé la normalité. Aujourd'hui, quelqu'un qui nous dit « je suis végétarien », on lui répond « mais tu manges des œufs ?»« Ah oui, je mange des œufs. »« Ah, c'était raisonnable. » D'accord ? Il y a 20 ans, ce n'était pas ça le mode de pensée. Cette fenêtre d'Oberton, je pense que nous devons nous en inspirer. Elle est à la clé des changements. Et ce que nous dit Overton, c'est ça aussi. Attention, ça va dans les deux sens. Monsieur le maire, vous devez augmenter de 50% votre budget d'espace vert parce qu'on en fait des infrastructures vertes qui vont sauver la ville dans 50 ans, peut tout à fait s'opposer à monsieur le maire, il faut diviser par 2 le budget d'espace vert parce qu'il faut pouvoir payer des infrastructures qui vont nous permettre de climatiser la ville. D'accord ? Donc là aussi, il y a des choix derrière ça. Et en conclusion, du coup, quand on tire ce fil-là, on s'aperçoit que la recherche d'un consensus indispensable est en fait une erreur. Chercher le consensus, chercher à avoir une espèce de moyenne des opinions est en fait une erreur. Nous avons un intérêt à être pas d'accord dès lors qu'on sert tous la même cause, d'accord ? Dès lors qu'on cherche à positionner le vivant, on a des intérêts collectifs à ce qu'il y en ait qui soient beaucoup plus radicaux que d'autres pour déplacer la fenêtre d'Oberton. De l'agilité pour décider en temps d'incertitude, dompter les technologies et gérer la psychologie sociale autour de la fenêtre d'Oberton. Ce sont mes 3 recommandations pour nous permettre une infrastructure verte qui fera la différence. Merci beaucoup.